Aymeric Merlot. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. La formation professionnelle est un atout indépassable pour notre région, aussi bien pour le développement économique de nos entreprises que pour l'épanouissement individuel de nos travailleurs et en premier lieu de nos jeunes. Obtenir un contrat de travail permet aux jeunes d'amorcer leur indépendance financière et leur inculque le goût de l'effort. La formation professionnelle est un outil de promotion du savoir-faire français et de notre artisanat, qui est la première entreprise de France. Le contexte industriel des Pays de la Loire et le nombre important de micro-entreprises est le cadre idéal pour un développement de l'apprentissage, sachant que des micro-entreprises accueillent 6 apprentis sur 10 dans notre région selon l'INSEE. Dans notre programme pour les élections régionales, nous faisions remarquer que les formations professionnelles proposées par la région n'étaient pas toujours en phase avec les besoins de l'entreprise. Nous notons les efforts de l'exécutif pour remédier à ce problème. La note de cadrage, rapport 189, présentée à la rentrée 2016, partagée entre le Conseil régional et les autorités académiques, qui fait une priorité de l'adaptation de l'offre de formation aux évolutions économiques de la région, semble aller dans le bon sens. Idem pour la convention de création de CFA 2017-2021, qui propose de développer les relations avec les entreprises et les territoires. Il manque malheureusement dans cette convention, afin d'encourager les initiatives privées d'entreprises et de groupements d'entreprises, la possibilité de créer des CFA privés par branche qui pourraient avoir des existences limitées dans le temps de répondre à un moment donné, dans une zone donnée, à un besoin particulier. Vous annoncez un peu plus de 1000 apprentis supplémentaires pour cette rentrée. On est sur une dynamique, c'est incontestable. Est-ce à dire pour autant que les entreprises reprennent confiance dans l'apprentissage, sachant que ces dernières années, l'apprentissage a connu une baisse significative de 3000 apprentis de 2013 à 2015. Pour l'heure, il s'agit d'un rééquilibrage, c'est évident, des erreurs de la gauche, plutôt que d'un bon bilan. Pour redonner pleinement confiance aux entreprises, il faut régler le problème majeur que constitue le coût de l'apprentissage. Celui-ci est encore trop élevé. La région est chargée de fixer le montant et les modalités de versement de la prime à l'apprentissage pour les TPME-PME de moins de 11 salariés et les entreprises jusqu'à 242 salariés qui recrutent un apprenti pour la première fois. Pour l'heure, cette prime est de 1 000 €. Former un jeune représente un investissement considérable pour l'entreprise. Le doublement de cette prime, qui passerait à 2 000 €, serait le moyen d'amortir efficacement ce coût et d'inciter ainsi l'entreprise à enrichir son capital humain d'un ou plusieurs apprentis. Mais plus encore que les primes économiques, c'est la culture de l'apprentissage que vous devez promouvoir. Pour faire connaître les métiers, nous approuvons le projet d'apprentibus, pourvu que cet instrument de valorisation de l'apprentissage prouve son efficacité pédagogique. Ce que la région pourrait démontrer si elle accepte l'amendement, évidemment, que nous avons déposé en ce sens. Dans le rapport 386, vous proposez d'expérimenter le relèvement à 30 ans de l'âge limite d'entrée en apprentissage pour certains cas particuliers. Si votre objectif est d'assouplir les règles d'accès en élevant l'âge limite de futurs apprentis, pourquoi ne pas également rabaisser cet âge pour les jeunes dès 14 ans? Cette mesure accompagnerait le travail de pédagogie promotionnelle que vous mettez en œuvre, les ambassadeurs de l'apprentissage, l'apprentibus, etc., pour faire connaître les formations professionnelles dès le collège. Une telle mesure serait donc profitable à de nombreux jeunes qui se lanceraient plutôt sur la voie de l'apprentissage et de l'alternance, au lieu de végéter dans des études longues si celles-ci ne correspondent pas à leur vraie vocation. L'apprentissage, trop souvent regardé comme une voie de garage par les jeunes et leurs familles, s'en trouverait ainsi valorisé. D'ailleurs, nous souhaiterions savoir si la région souhaite prendre part à l'événement annuel Euroskills, qui rassemble dans une équipe de France des apprentis issus des régions françaises dans une compétition contre les équipes nationales européennes. Nous saluons au passage la prestation admirable de nos jeunes qui sont arrivés en 3e place à l'édition 2016 de l'Euroskills qui s'est déroulée en Suède. Nous remarquons que la majorité nous fait encore perdre un temps précieux avec tout un ensemble de projets pédagogiques aux contours assez flous. Que dire de vos actions éducatives, parmi lesquelles vos actions santé-prévention et valeurs de la République? Que dire des emplois de solidarité mis en place dans la précédente mandature, visant à accompagner des structures associatives à caractère socio-culturel et socio-éducatif, sans aucune précision contenue en annexe? Sur la formation des personnes détenues maintenant, sur le principe, le groupe FNRBN ne s'y oppose pas. Il reste qu'une partie de ces détenus ne sont pas français et n'ont donc pas vocation à rester sur le territoire. Plus de 50% des dépenses éligibles à ces formations seront assurées par le Fonds social européen, c'est-à-dire l'argent des Français passés par l'Europe. L'Union européenne oblige la France à former des détenus étrangers. Pourquoi ne lui reverserions-nous pas le FSE investi dans ces formations pour qu'elle récupère ces détenus à leur sortie de prison afin de les former elle-même? Et pourquoi pas dans les bâtiments de la Commission européenne d'ailleurs? Avec le rapport Acquisition et développement des compétences clés, vous proposez sans le dire dans le texte des cours de langue d'origine destinés à un public de demandeurs d'emploi en situation d'illettrisme, dont le projet professionnel nécessite une remise à niveau dans les compétences de base.
Pour trouver un travail dans les Pays de la Loire, qui est une région située en France, ça ne vous aura pas échappé, l'apprentissage de la langue d'origine constitue un frein à l'acquisition rapide et indispensable de la maîtrise de la langue française, pour le demandeur d'emploi qui souhaite s'insérer évidemment dans la vie professionnelle. En outre, l'usage d'une langue étrangère sur le sol français et dans les milieux professionnels chez les personnes déjà suffisamment déclassées ou marginalisées est un facteur de communautarisme qui nuit à la bonne marche de l'entreprise. Vous proposez un ensemble d'études, certaines menées directement par les services de la région, d'autres menées par des unions syndicales et autres partenaires sociaux. Il apparaît en effet nécessaire de mener des études sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour coller à la demande des entreprises. Mais nous sommes circonspects sur le travail mené par certains partenaires sociaux et autres cabinets extérieurs qui nous facturent des études parfois hors de prix pour une utilité qui n'est toujours pas prouvée. Nous gardons toujours en travers de la gorge votre financement à hauteur de 390 000 € d'une étude pour le développement des connaissances scientifiques sur le lien entre la répartition de l'eau dans les biscuits et les biscottes, votée dans le cadre de la CS8 en juillet dernier. Nous serons donc extrêmement vigilants sur les études que vous soumettrez à notre vote. En 2017, la région annonce vouloir poursuivre son soutien à la formation des salariés par le renouvellement des conventions avec les OPCA partenaires, notamment l'AFDAS, OPCA culturel, et l'OPCA 3+, du secteur bois, du papier et du carton. Sur le plan national, la Cour des comptes note dans un rapport de 2013 que les frais de gestion de ces OPCA ont augmenté de 14 millions d'euros, alors même que leur nombre a considérablement diminué depuis 2008, passant de 100 à 26. Le rapport Perruchot de 2011 rend compte des financements des syndicats opaques et hors contrôle au sein de ces OPCA. Ainsi, quelles garanties pouvez-vous nous donner sur les frais de gestion des 15 OPCA conventionnés avec la région pour l'année 2017, chargés de collecter les contributions financières des entreprises afin de financer la formation professionnelle? À la lecture des rapports qui sont soumis au vote, on a parfois l'impression d'avoir affaire à une usine à gaz. Les dispositifs de formation se multiplient sous nos yeux. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Entre le dispositif prépa avenir, le dispositif prépa rebond, le dispositif prépa clé, le programme formation visa, etc., nous avons tout un cumulus de programmes dont les objectifs semblent peu ou prou similaires et qui gagneraient à être un peu rationalisés et simplifiés. Enfin, il faut prendre un peu de hauteur. Toutes les mesures que vous pourrez mettre en œuvre ne suffiront pas si elles contournent pas avec efficacité les deux fléaux majeurs qui nuisent à l'apprentissage. Nous ne le répéterons jamais assez. Tout d'abord, la désindustrialisation. Quand notre industrie nationale file aux 4 vents, nous perdons des débouchés pour la formation. Il y a 4 ans, le groupe électroménager Fargo-Brand, situé en Vendée, a délocalisé une grosse partie de sa production vers la Pologne. L'impact sur la formation professionnelle est évident. Pour afficher des progrès réels en termes d'apprentissage à votre bilan de nature, vous ne pourrez faire l'économie d'une lutte contre la désindustrialisation. Une baisse du montant des contributions économiques territoriales sera déjà une bonne piste pour éviter la fuite de nos capitaux régionaux vers l'étranger. Ensuite, les travailleurs détachés, évidemment, qui mènent une concurrence déloyale pour l'apprenti ligérien. Ces personnes acceptent de travailler pour un moindre salaire et leurs charges patronales sont payées dans le pays d'origine. Le grand patronat a souvent préféré avoir recours à la main-d'œuvre immigrée, souvent plus docile et dont il peut se séparer sans indemnité, que d'investir dans la durée en formant la jeunesse de notre pays. Un tiers de la main-d'œuvre industrielle des chantiers de Saint-Nazaire est constituée ainsi de travailleurs détachés. À ce titre, nous espérons que vous imposerez, malgré les réticences de l'État, cette clause d'interprétariat sur les chantiers publics présentée dans votre budget prévisionnel. Monsieur le Président, mes chers collègues, je vous remercie. Oui, merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Alors, je voudrais d'abord répondre à Monsieur Merlot concernant les dispositifs prépa clés en langue d'origine. Non, Monsieur Merlot, le dispositif prépa clé ne se fait pas en langue d'origine, il se fait bien exclusivement en français. Parce que pour pouvoir accéder à ce type de formation, les étrangers doivent être en situation régulière et posséder un titre de séjour. Donc, la totalité de la formation se fait en français. Il faut avoir une compréhension et une maîtrise suffisante de la langue française. Sur le travail détaché. Sur le travail détaché, parce qu'il y a une rengaine de nos amis du Front National, et je voudrais qu'on soit clair, parce que vous avez rappelé, et nous étions en désaccord, que vous aviez cherché à introduire avec une certaine modalité partielle, la clause Molière, il y a quelques mois, et que vous en avez été empêché par les services de l'État au nom du contrôle de légalité. Le principe, et j'espère que nous y sommes tous attachés ici, c'est le principe de libre circulation des femmes et des hommes et de libre circulation des biens et des services dans l'Union européenne. Donc, le fait qu'un salarié d'un autre pays, d'une autre région d'Europe, puisse venir travailler en France est un droit inaliénable, inscrit dans les traités, qui est le socle même de la construction européenne. Ce qui est en cause, c'est les conditions dans lesquelles cette mobilité se fait et le dumping social
auxquelles cela donne lieu, puisqu'il n'y a pas aujourd'hui d'égalité de salaire, de conditions de travail et de prise en charge de la protection sociale entre les différents pays. Et c'est sur cette question-là que les grandes forces démocratiques françaises de gauche et de droite travaillent aujourd'hui ensemble, notamment au Parlement européen, pour aller au bout de la révision de la directive travailleurs détachés face à l'opposition d'un certain nombre de pays de l'Est, et notamment de pays dirigés par des gouvernements souverainistes qui voient dans leur masse salariale un élément d'exportation et qui se targuent d'exporter leurs salariés vers nous, des gouvernements souverainistes plus proches du Front National en France que des Républicains ou du Parti Socialiste. Donc moi, je souhaiterais qu'on soit clairs les uns et les autres sur cette question des travailleurs détachés. Et dernier point, sur les conséquences de vos choix budgétaires sur l'emploi des différentes structures concernées. Ça a été dit sur les centres de formation, je n'y reviens pas. Je voudrais juste revenir sur la question des associations et de l'économie sociale et solidaire. Oui, une structure qui a un budget très important d'événements, par exemple, peut, même si ça peut poser des problèmes, il faut conclure. Je conclus, avoir une discussion avec vous sur 10% sans que ça remette en cause radicalement son activité. Mais ce n'est pas le cas d'une structure qui met en œuvre des politiques du conseil régional, comme les missions locales, ou ce n'est pas le cas d'une association dont l'intégralité de l'activité se fait à travers les compétences humaines qui existent. Et dans une association de ce dernier type, moins 10% de subventions, si c'est le cas de l'ensemble des financeurs, c'est moins 10% d'emplois. Et comme c'était rappelé par le Césaire, les associations en Pays de la Loire, c'est 10% de l'emploi. Si l'ensemble des financeurs font moins 10% sur l'ensemble des associations des Pays de la Loire, en Pays de la Loire, ce sera moins 1% d'emplois. Et je pense qu'il faut qu'on tienne compte de ces réalités et qu'aujourd'hui, votre politique, elle est brutale et elle est indifférenciée et elle ne permet pas de préserver les compétences et de préserver l'emploi dans le tissu associatif qui, dans le domaine social, culturel, sportif, est essentiel à la cohésion, au bien-être et à la qualité de vie dans notre région. Merci. Donc, Roquerancourt. Oui. Oui, Monsieur le Président. Je voulais simplement revenir sur les propos de Christophe Clergeau concernant le travail détaché. Je trouve que vous présentez les choses de manière trop binaire. Vous savez très bien que ça n'est pas si simple. Il y a eu une considérable explosion du travail détaché ces dernières années en France, notamment, pas seulement, mais en France. Et je trouve ça politicien de dire que ce sont des pays dont les gouvernements sont populistes. Je vous laisse l'appréciation du qui souverainiste ou populiste, qui joue sur ce levier-là. Vous savez très bien que c'est faux. C'est un phénomène qui est indépendant de la gouvernance de ces différents pays et qui est tout simplement lié à une faille dans la directive Bolkestein qui existe depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, qui fait qu'on paye ses cotisations de sécurité sociale dans son pays d'origine. Mais le fait que le niveau des cotisations sociales soit bas dans ces pays-là n'a rien à voir avec l'étiquette politique de ces gouvernants. Donc vous déplacez le débat sur un terrain qui n'est pas celui-là. Il y a une vraie défaillance. Attendez, arrêtez de répondre aux gens sans micro en plus, comme ça, c'est pas la pratique de cette Assemblée. Donc est-ce que vous pourriez arrêter de vous comporter comme ça ? Soit on peut, vous vous êtes exprimé, on s'exprime pour vous répondre. S'il vous plaît, voilà. Prenez l'habitude de ne pas vous interpeller les uns avec les autres parce que... Donc, je voulais simplement dire que je trouve que la présentation que vous faites de la question du travail détaché est très politicienne. Et de toute manière, ici dans cette Assemblée, ce qui nous préoccupe, c'est l'emploi local et l'emploi local. C'est tout ce qui nous préoccupe. Et je crois qu'il ne faut pas importer dans nos débats des visions politiciennes qui n'ont pas lieu d'être quand on aborde la question du travail détaché, qui est un vrai problème que le président de la Fédération française du bâtiment aborde toutes les semaines, chaque fois qu'il intervient dans les médias, qui préoccupe les entreprises et qui n'a rien à voir avec la couleur politique des gouvernements des pays ou même des formations politiques qui abordent la question.